Bon, on commence notre troisième vidéo consacrée au financement. C'est la dernière consacrée à l'approche dynamique du financement. Dans les deux premières, vous vous rappelez, on a vu la logique des marges qui se transforment en flux compte tenu des variations du besoin en fonds de roulement. On a vu les investissements qui interféraient, qui prélevaient une partie du flux de trésorerie généré par l'exploitation pour les couvrir. Et on a vu ce que faisait l'entreprise si elle avait des besoins de financement à trouver en extérieur auprès de ses actionnaires ou auprès de prêteurs. On a vu donc cette logique du tableau de flux de trésorerie qu'on va mettre en œuvre maintenant sur trois exemples U, M et D. Et donc, vous avez eu le temps de lire les trois tableaux de flux de trésorerie de U, M et D et d'y réfléchir. Si vous l'avez oublié, faites pause, récupérez sur la plateforme ces trois documents, réfléchissez-y et rejoignez-nous quand vous êtes prêts. La société U. Quand j'ai ce tableau avec autant de chiffres, je commence par quoi? Je commence dans la logique de mon raisonnement. On a vu les investissements, on va voir quel financement cela implique-t-il. Donc, quelle est la politique d'investissement de la société? Chez U, ce qui est extrêmement frappant sur les 5 années que vous avez, c'est que vous avez 3 années où les investissements sont colossaux. 64, 91, 70. Avant de tomber à des niveaux beaucoup plus petits, 7 et 6. On a fait visiblement un très gros effort pour accroître massivement notre outil de production. Cet effort fait, on s'arrête et on va gérer l'existant. Un coup d'œil à la dotation aux amortissements nous montre qu'effectivement, on investit beaucoup plus que la dotation aux amortissements. Vous la voyez, elle est aux environs de 10 les 3 premières années. Comment j'ai financé cet investissement? Eh bien, j'ai été d'abord un petit peu aidé par le flux de trésorerie généré par l'exploitation après frais financiers. Vous le voyez, 20, 24, 37 les 3 premières années. Mais vous voyez aussi que par rapport aux investissements que je fais, il ne fait qu'en couvrir qu'une petite partie. Donc, je vais avoir un besoin de financement externe que matérialise le flux de trésorerie disponible, moins 44, moins 67, moins 33, ce qui nous fait à peu près 140 à 150 millions sur 3 ans à trouver à l'extérieur. Or, je vois que dès l'année 2008, notre société U procède à une augmentation de capital de 152 millions, qui va couvrir les besoins générés par cet investissement sur 3 ans que ne couvrait pas le flux de trésorerie généré par l'exploitation. Et notre directeur financier est un homme sage, il a prévu, il a raisonné, il a anticipé, il fait l'augmentation de capital en anticipation des besoins qu'il va avoir. Ce qui fait que la première année, ayant fait une augmentation de capital de 152, il fait plus que couvrir son besoin que matérialisait le flux de trésorerie disponible à moins 44. Et donc, pendant quelques temps, l'endettement net va diminuer. Il commençait l'année avec 161, il termine l'année avec 53. La deuxième année, j'ai plus d'augmentation de capital de fait. Et donc, j'ai toujours un flux de trésorerie disponible négatif. Il est de 67. Comment est-ce que je couvre ce besoin? Eh bien, je vais piocher dans le produit de l'augmentation de capital que j'ai fait l'année précédente et que je n'ai pas utilisé pour couvrir mes investissements. Des 152, je n'en ai utilisé que 44. Le reste, je l'ai mis à l'actif de mon bilan où il constitue un poste de trésorerie disponible. Et la troisième année, I2. J'ai un investissement de 70, j'ai un flux de trésorerie disponible qui est de moins 33 et les moins 33, je vais les prendre dans ma trésorerie active, c'est le reliquat de mon augmentation de capital. Ce qui fait qu'en fin d'année 3, j'ai fait l'investissement mais que mon niveau d'endettement dans la société U est de 153. Il est très peu différent de ce qu'il était au départ, 161. Et puis, les années suivantes, eh bien, j'ai plus aucun investissement et donc mon flux de trésorerie disponible est de nouveau très largement positif. 35, 38, ce qui me permet de réduire assez rapidement le niveau d'endettement qui était de 153, qui tombe à 118, puis à 80, fin 2012. Donc, au total, la société U, c'est une société qui fait un programme d'investissement très important par rapport à sa taille actuelle, limité dans le temps, qui le gère avec anticipation, avec prudence, par une augmentation de capital. Voilà ce que nous apprend le tableau de flux de trésorerie de la société U. Regardons maintenant ensemble celui de la société M. La société M, qu'est-ce que je fais? Pareil, je regarde sa politique d'investissement. Je l'ai vu dans ma deuxième partie, mais elle va donner le là au mode de financement que je vais devoir mettre en place. Qu'est-ce que je vois dans cette société? Chaque année, j'ai des investissements qui montent,
35, 40, 55, 51, 68, 103. Ces investissements sont en progrès, on a probablement une société en croissance, et quand je regarde par rapport à la dotation aux amortissements, je me rends compte que j'investis grosso modo 2 fois le montant de la dotation aux amortissements. Ainsi, l'année 2007, je dote 16, mais j'investis 37. Ou l'année 2012, j'ai doté aux amortissements 50, mais j'ai investi 103. Autrement dit, je suis dans une phase d'accroissement de mon outil de production. Est-ce que mes flux de trésorerie générés par l'exploitation sont suffisants pour couvrir ce programme d'investissement? Sûrement pas les 2 premières années, en 2007 et en 2008, où il est négatif, -2, -9. C'est heureusement une situation transitoire, puisque les années suivantes, il redevient positif. Mais il est insuffisant par rapport au montant que je dois consacrer aux investissements. D'autant que je verse un petit peu de dividendes. Donc j'ai un flux de trésorerie disponible qui chaque année est négatif. -37, -49, -24, -37, -34, -56. Comment est-ce que je me finance? Eh bien, quand je regarde le bas de mon tableau de flux de trésorerie, je vois très bien que chaque année, ce flux de trésorerie négatif qui correspond à un besoin de financement que je dois trouver, je trouve le financement par l'accroissement du crédit de niveau d'endettement net de cette société. Je commençais avec une dette de 17, puis je suis passé à 58, puis à 111, puis à 140, puis à 183, puis à 224. Et puis la dernière année, en 2012, on a probablement un changement ou une contrainte qui s'impose à la société. Elle fait une augmentation de capital. Et pas une petite, 122 millions. Ce qui lui permet de couvrir non seulement son besoin tel que matérialisé par le flux de trésorerie disponible de -56, mais aussi de réduire l'endettement cette année-là. Et on passe de 224 à 169. Donc ici, on a une société qui est en forte croissance, qui fait des investissements importants et qui va se financer principalement par endettement, accessoirement par les flux de trésorerie d'exploitation qu'elle génère et probablement jusqu'au maximum de l'endettement qu'elle peut contracter. Et puis, lorsqu'elle ne peut plus s'endetter, elle fait une augmentation de capital qui lui permet non seulement de couvrir les besoins de l'année, mais probablement ceux de l'année suivante. Mais ça, c'est une autre histoire que nous n'avons pas sous les yeux. Regardons maintenant la dernière société, la société D. Dans la société D, j'ai la chance, ou plutôt elle a la chance, d'avoir des flux de trésorerie générés par son exploitation très importants. Certes, ils sont en baisse, de 115 à 99 la dernière année, mais ils couvrent amplement mes investissements, compris entre 12 et 20 millions chaque année. Autrement dit, je n'ai pas besoin d'aller chercher à l'extérieur des financements auprès d'actionnaires ou de prêteurs. Et je peux même couvrir très largement un dividende annuel chaque année de 30 millions. Et cette société thésaurise le cash. Regardez, en 2007, j'ai un flux de trésorerie disponible de 95. Ce n'est pas les 30 millions de dividendes qui l'entament significativement. Il me reste 65 millions de cash supplémentaires. Et j'ai commencé l'année avec un endettement net négatif de 100. Autrement dit, j'avais 100 de cash à l'actif de plus que je ne devais aux banques. En fin d'année, j'ai 165 puisque j'ai dégagé un flux de trésorerie disponible de 95 moins un dividende de 30. Et ça, on pourrait faire un copier-coller chaque année et j'accrois le niveau de cash à mon actif, 165, 223, 296. Jusqu'à l'année 2010, où là, je fais une réduction de capital, c'est-à-dire que je rends 400 millions de trésorerie à mes actionnaires et pour la première fois, je me trouve en situation d'être endetté pour 37 millions. En effet, j'étais parti avec 296 millions de cash à mon actif. Il a été grossi de 97 millions qui était le flux de trésorerie disponible de cette année-là, mais j'ai versé un dividende de 30. Et donc, il a fallu m'endetter de 37 pour pouvoir verser à mes actionnaires 400 millions. Mais ne vous inquiétez pas. Dès l'année suivante, en 2011 puis en 2012, la mécanique sympathique de l'entreprise D fonctionne. J'investis peu par rapport au flux de trésorerie que je dégage. Cela me permet, même après avoir payé un dividende maintenu à 30, d'avoir un excédent de trésorerie qui gonfle ma situation de trésorerie. Mes 37 de dette disparaissent très vite pour faire face à 23 de cash net, puis l'année suivante à 80.
Donc ici, j'ai une société qui s'autofinance intégralement et qui, n'ayant pas d'investissement à faire compte tenu de l'évolution de son secteur qui est probablement en train de diminuer, rend l'argent à ses actionnaires, libres à eux d'en faire ce qu'ils en veulent. Qu'est-ce que je retiens d'un tableau de flux de trésorerie? Je retiens que c'est la carte du cash de l'entreprise et que le cash, c'est comme le sang d'un être humain, indispensable à la vie. Point principal, je pars d'analyse des investissements que j'ai fait dans la partie précédente. Je regarde comment ces investissements sont financés d'abord par le flux de trésorerie généré par l'activité de l'entreprise, après frais financiers, et s'il ne suffit pas, comment d'autres ressources ont pu être mobilisées, que ce soit un accroissement de l'endettement ou des augmentations de capital accordées par les actionnaires. Voilà l'alpha et l'oméga de l'analyse en dynamique. Regardons maintenant l'analyse en statique, ce qui sera l'objet de la vidéo qui suit. À dans un instant.